Retour dans Paris Direct, c'est l'heure à présent du journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec les chiffres du chômage en France. On savait qu'il devait être publié aujourd'hui, on savait qu'il ne serait pas bon. C'est effectivement une confirmation, mais on n'atteint pas le record historique pour autant. Non, il manque 80 000 personnes pour l'atteindre. Autant dire, en termes statistiques, peu de choses, même si évidemment à l'échelle d'un individu, ça change tout. Le chiffre donc pour février, on parle de la catégorie A, vous savez donc les gens qui n'ont aucune occupation professionnelle, aucune activité en France métropolitaine. Il y en a 3 187 000. C'est une petite hausse de 0,6% par rapport au mois précédent et c'est donc à peine moins que ce fameux record historique dont vous parlez qui date de 1997. Selon l'INSEE, le chômage va donc continuer d'augmenter en France. Il devrait atteindre 11% de la population active et les destructions d'emplois s'accéléreraient, notamment dans le secteur de l'industrie déjà bien mise à mal, du BTP, mais aussi des services. Claire Bonichon nous en dit plus. Ces centaines d'employés de Peugeot disent non au plan social qui prévoit notamment la fermeture du site d'Aulnay et 8000 suppressions de postes. Parmi eux, Julien Ménard, victime d'un secteur automobile en difficulté, il vient d'être licencié. J'ai commencé à regarder, même si j'étais déjà plus ou moins au courant que c'était pas folichon, il n'y a rien, et c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a rien pour moi, pour mon avenir. Un avenir sombre pour lui et beaucoup d'autres. La hausse du chômage se nourrit des plans sociaux qui se multiplient. PSA, Goodyear, ArcelorMittal, Alcatel-Lucent, Petroplus, sans compter toutes les petites usines qui ferment leurs portes sans bruit. La France se désindustrialise. En 4 ans, 1087 fermetures d'usines ont été annoncées contre seulement 703 ouvertures. Au final, au début de l'année, le pays comptait donc 384 sites industriels de moins qu'en 2009. Selon l'OCDE, le taux de chômage en France métropolitaine devrait atteindre près de 11% fin 2013 contre 10,2% aujourd'hui. On prévoit une croissance quasi nulle pour 2013 avec une reprise graduelle pour 2014, ce qui veut dire qu'évidemment le rythme de croissance n'est pas suffisant pour endiguer la montée du chômage. Croissance atone et crise économique épargnent cependant certains secteurs. L'aéronautique et le luxe, par exemple, ont créé 2400 emplois l'année dernière. Et avec un chômage en hausse continue depuis 2 ans, c'est aussi Pôle emploi qui renforce ses effectifs. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé hier la création de 2000 nouveaux postes. Et malgré ces mauvais chiffres et malgré de piètres prévisions de croissance par l'INSEE pour la France pour les 6 prochains mois, le président François Hollande maintient, je cite, sa volonté d'inverser la courbe du chômage en France d'ici la fin de l'année. La situation, il faut le dire, est encore plus grave au sud de la France, en Espagne, où la récession, on le sait déjà, va continuer cette année. C'est la Banque centrale espagnole, la Banque d'Espagne qui le dit. Effectivement, elle a des prévisions très sombres. Elle prévoit une récession, un recul en fait de la richesse nationale de 1,5% cette année. Et ça, en général, sans exception, ça s'accompagne d'une montée du chômage. Il touche un actif sur 4 en Espagne. À la fin de l'année, il devrait atteindre ce chômage 27,1% de la population active. À Chypre, on attendait la réouverture des banques aujourd'hui, elle ne s'est pas produite et du coup, l'île est encore paralysée. Voilà, normalement c'est jeudi, la réouverture des banques à Chypre, mais c'est vrai qu'il faut se montrer prudent parce qu'elle a été repoussée plusieurs fois, cette ouverture. La peur reste la même, c'est la fuite massive des capitaux, alors que les dépôts de la Laiki et de la Cyprus Bank vont être taxés, on le sait, largement pour donc renflouer et les banques et les finances publiques. Aujourd'hui même, le ministre des Finances chypriote évoquait des ponctions possibles de 40% donc sur ses comptes et du coup, la population chypriote est en colère, elle descend dans la rue. Écoutez. C'est mauvais pour l'économie. Ils ne devraient pas laisser les banques fermer trop longtemps. Ça tue les affaires et les gens sont en colère. C'est très dérangeant et déstabilisant. C'est un énorme problème, car comme vous le voyez autour de nous, tout est vide. Les affaires sont à l'arrêt. Il n'y a plus du tout de liquide. Si la Banque centrale européenne limite nos retraits, les gens vont se ruer dans leurs banques et retirer tout ce qu'ils ont. Les agences de notation, elles ne disent pas autre chose puisque ce soir, Fitch envisage d'abaisser la note chypriote après l'effondrement de ses banques. Et oui, c'est vrai que les banques sont en première ligne dans ce plan d'aide. Alors il faut le rappeler, il y a eu un accord entre la Troïka et Chypre et la Troïka va quand même verser
un prêt, ça n'est pas un don, un prêt de 10 milliards d'euros à Chypre, mais en échange, c'est vrai que Chypre donc accepte de taxer les dépôts bancaires au-delà du seuil des 100 000 euros et va restructurer deux de ses plus grandes banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires, que les créditeurs, que les clients se retrouvent quand même en première ligne dans ce sauvetage. Et nous sommes en plateau ce soir avec Jean-François Robin. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Directeur de la stratégie chez Natixis. Alors, il y a eu toute une polémique déclenchée par le président de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, qui disait hier Chypre va être un cas d'école, ça va être un précédent. Ce soir, on a entendu le président français, François Hollande, dire non, Chypre est une exception, c'est bien un cas particulier, ça restera un cas unique. Est-ce qu'à votre avis, Chypre marque un tournant dans le traitement des crises ? C'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu, la réponse est un peu oui et non, puisqu'effectivement, Chypre est un cas unique en ce sens que le secteur bancaire, c'est 8 fois la taille du PIB. En moyenne, en Europe, on est autour de 3,5. Donc, il y avait un secteur bancaire hypertrophié. Donc, on ne peut pas dire que Chypre est emblématique de ce qui pourrait se passer ailleurs en Europe. Alors, donc, c'est un petit peu différent. À l'inverse, on peut aussi dire ce qu'a dit hier le président de l'Eurogroupe. C'est sans doute un petit peu quand même une nouveauté, c'est-à-dire que dorénavant, si une banque fait faillite, c'est pas le contribuable qui sera mis en première ligne, mais les actionnaires en premier lieu, les créditeurs de la banque, et puis éventuellement les dépositaires qui ont des liquidités, des dépôts au-delà de 100 000 euros. C'est un petit peu la nouvelle tendance, mais il faut aussi se souvenir un petit peu de ce qui a été décidé en juin de l'année dernière, qui est exactement ce qu'avait mis en avant l'Union européenne, mais ça devait être rentré en fonction qu'en 2018. Donc c'est effectivement quand même ce genre de choses qu'on va avoir. Cette sacralisation, entre guillemets, cette sanctuarisation des dépôts en deçà de 100 000 euros. Exactement, sanctuarisation des dépôts en deçà de 100 000 euros, mais aussi en cas de faillite d'une banque, mise à contribution d'une part des actionnaires, d'autre part des créditeurs, c'est-à-dire de ceux qui ont des actions ou des obligations des banques, et puis des dépositaires au-delà de 700 000 euros. Est-ce qu'il faut craindre vraiment une fuite massive des capitaux à Chypre dans les prochains jours? On risque de voir, oui, une fuite des capitaux, vraisemblablement quand la réouverture se fait. Alors est-ce qu'elle se fera demain, sachant que vendredi est férié, il y a peut-être la tentation de continuer un petit peu à calmer le jeu, mais on voit bien qu'il faut aussi qu'il y ait de la liquidité pour que l'économie fonctionne. Mais il y aura vraisemblablement une certaine forme de fuite des capitaux, comme on avait eu en Grèce au moment des élections. Bon, après, si la Banque centrale maintenant est au soutien et dit qu'elle va fournir de la liquidité, on ne peut pas non plus craindre de risque systémique. Et la population chypriote dans tout ça, dans quelle économie va-t-elle vivre demain, dans 2 ans, dans 5 ans? C'est vraisemblablement une très forte récession qui les attend, mais il n'y a pas de solution miracle. Quelle que soit même une sortie de la zone euro, ce serait une très forte récession aussi. Encore une fois, on vient d'une économie qui est allée dans le mur toute seule. C'est l'Europe, c'est pas l'Europe qui la met dans le mur. C'est l'Europe est en train d'essayer de la sauver. Il faut quand même s'en souvenir. Encore une fois, une économie où le secteur bancaire, on avait une espèce de place offshore au sein de l'Europe avec une place bancaire hypertrophiée, 8 fois le PIB. Encore une fois. C'est ça qu'il faut corriger. Merci Jean-François Robin d'avoir été avec nous. Myriam, on passe aux places financières et quelles se sont remises de leurs émotions. Oui, d'hier, si on reparle de ce débat sur la sanctuarisation ou non des dépôts. Alors Paris ce soir, pour faire court, gagne 0,55%. Londres a fermé en hausse aussi 0,33% et plus 0,11% à Francfort. Donc effectivement, c'est un calme relatif en Europe. Pourtant, la crise chypriote ne finit pas de faire sentir ses effets. Ce soir, c'est le FMI qui attire l'attention, cette fois sur l'Italie. Absolument, sur les banques italiennes, en disant, à force de ne pas connaître la croissance, et ce pays est désormais en récession aussi, eh bien, les banques vont être fragilisées durablement. Le FMI qui pourtant a souligné, je cite, la remarquable résistance du système bancaire jusqu'ici en Italie. Merci beaucoup Myriam, on vous retrouve évidemment pour un nouveau journal de l'économie dans la suite de Paris Direct. Restez avec nous, on se retrouve dans un très court instant juste après la météo.